Chaque jour, des anciens écrits de Maistre permettent d'étendre notre connaissance du monde connu. Le continent d'Ulthos n'était par exemple jamais cartographié ni même mentionné quand on remonte 5-6 ans en arrière. Oui, le monde créé par J.R.R. Martin évolue constamment et espérons qu'il bougera encore dans un futur plus ou moins proche. Actuellement, les cartes ont leurs limites et il arrive parfois que le savoir des maîtres se heurte à l'inconnu. Par-delà les frontières, de l'autre côté des mers les plus reculées, il existe un ensemble insulaire qui ne demande qu'à être exploré. Jetons l'ancre près des contrées paradisiaques où les crocodiles et les singes vivent en harmonie avec les hommes, là où le mysticisme se mêle à la réalité. Aujourd'hui, je vous propose d'accoster sur les ravissantes plages des îles d'été. Localisées dans la partie sud-ouest du monde connu, les îles d'été forment un grand ensemble insulaire. Situées non loin du mystérieux continent de Sotorios, les îles d'été sont un cas assez particulier avec une histoire atypique. De belles plages avec du sable noir et vert, des vastes forêts primaires, des rivières, une flore et une faune exceptionnelles, tout ceci bénéficie d'un climat tropical idéal. Sur place, la végétation est diverse, notamment des fleurs dont on dénombre plus de 1000 espèces qui saturent l'air d'un doux parfum unique. La grande particularité de l'île est qu'on y rencontre beaucoup d'animaux exotiques, comme des magnifiques oiseaux avec des plumes multicolores, des panthères tachetées qui sont aussi grandes que des lions, des meutes de loups rouges, des tribus de singes qui se balancent d'arbre en arbre, etc. Il y aurait également des espèces de grands primates nommés les vieux hommes rouges, les peaux d'argent et les traqueurs de nuit. Ces trois espèces de primates sont réparties sur les grandes îles de l'archipel. Il faut avant tout savoir qu'il s'agit d'un ensemble composé d'au moins 50 îles. Les trois plus grandes sont Jala au sud, Omboru au centre et enfin Wallano au nord. À elles seules, ces trois îles concentrent 90% de la population humaine de l'archipel. Jala est la plus grande et elle mesure 200 lieues d'une extrémité à l'autre. Omburu et Wallano, qui est d'ailleurs l'île la plus peuplée, sont plus petites par rapport à leurs grandes sœurs, mais elles restent quand même imposantes. Les autres îles sont trop petites ou inconnues pour qu'on puisse vraiment s'y intéresser. Néanmoins, il est quand même possible de proposer une brève présentation des plus importantes. L'île la plus au nord se nomme la Tête de Pierre. La raison ? La face nord de cette île offre un grand visage au regard inquiétant sculpté dans la roche. Il paraît qu'il s'agit là d'une représentation d'un dieu oublié depuis longtemps. Autre île, Abulu, est située juste à côté de Wallano. Pendant 2 années, cette île accueille le peuple Roinar en exil dirigé par la princesse Nymeria qui cherchait une terre promise. Le peuple en exil se composant essentiellement de femmes, l'île fut renommée l'île aux femmes. Mais la faim et une terre inhospitalière poussa Nymeria à reprendre la mer avec sa flotte. Certains Roinar décidèrent de rester quand même sur place et ils y vivent encore aujourd'hui. Koj est plutôt une île riche où l'on trouve le meilleur chantier naval des îles d'été. Mais plus que ça, le palais des princes de Koj regorge de plans et cartes précieuses, ce qui en fait un grand centre d'érudition de l'archipel. Enfin, les pierres qui chantent est un ensemble de 3 îles avec des pics et cavités qui produisent une musique étrange une fois que le vent s'y engouffre. Il est cependant difficile de savoir la signification du son pour les habitants des pierres qui chantent. En revanche, concernant la majorité de la population du reste de l'archipel, nous disposons de pas mal d'informations à leur sujet. Les habitants des îles d'été sont appelés les Estiviens par les étrangers. Ils ont la peau noire ou basanée, possèdent souvent des cheveux et yeux foncés et s'habillent avec des vêtements tout en couleurs. Il leur arrive aussi d'utiliser les plumes d'oiseaux pour se confectionner de beaux manteaux. L'histoire des Estiviens est quand même très ancienne et ils ont vécu la grande partie de leur existence à l'écart du monde. Pour eux, le monde n'était composé que de leur île avec un immense océan tout autour, ce qui est visible sur les premières cartes estiviennes. Ce peuple a le pied marin et ils ont toujours repoussé leur exploration en allant de plus en plus loin. Le scribe Lomas Grandpa a visité les îles d'été et il aurait appris que les explorateurs estiviens ont voyagé jusqu'au continent de Sotorios il y a des siècles. Ils auraient fondé plusieurs cités sur place avant de se faire exterminer par une force obscure qui détruira par la suite les colonies Giscari et Valériennes sur Sotorios. Mais les dires de ce scribe sont difficilement vérifiables car aucun parchemin à la citadelle ne mentionne une telle histoire. Par contre, plusieurs faits et moments clés de l'histoire estivienne nous sont connus grâce à des gravures sur des arbres palabres des îles d'été. On sait que le premier contact entre les Estiviens et un peuple étranger a lieu à l'époque de la toute-puissance de l'Empire Giscari. Ce contact fut assez surprenant car il ne s'est pas accompagné d'un échange de bons procédés. Lors d'une traversée en mer,
un navire Ghiscari est séparé du reste de sa flotte à cause d'une violente tempête. Ces derniers accostent sur l'île de Wallano et découvrent un peuple qu'ils n'avaient jamais vu jusque-là. Ils prirent les locaux pour des démons à la peau noire brûlés par le feu et s'enfuirent rapidement de l'île. De retour à Gis, l'équipage du navire raconta ce qu'il avait vu et l'île de Wallano fut surnommée par les Ghiscari l'île des démons. Outre l'importance de la découverte de cette île, les Estiviens avaient désormais la preuve qu'ils n'étaient pas seuls au monde. Avec leur soif de savoir et de connaissance, les princes estiviens se lancèrent dans une véritable course à l'exploration. Les navires construits sont améliorés et deviennent de robustes vaisseaux capables de contenir assez de vivres et membres d'équipage pour de longs voyages. Le prince Maltarkzak de la petite île de Koj fut l'un des plus grands explorateurs à tel point qu'il est encore appelé Maltar Court-les-Vents ou Maltar Trace-Carte. D'autres princes se lancent aussi dans cette vaste entreprise d'exploration et beaucoup ne revinrent jamais dans les îles d'été. Pendant cette nouvelle ère, les Estiviens visitèrent l'île de Nath, les rivages de Sotorios, les îles du Basilic, voire même le sud d'Essos et de Westeros, mais c'est bien avec l'empire de Valyria qu'il y eut le plus de contacts. Le commerce fut rapidement instauré entre les nouveaux partenaires commerciaux et les Estiviens furent de redoutables négociants. Leurs îles manquaient de fer, étain et autres métaux, en revanche, ils débordaient de pierres précieuses, épices et différents types de bois, des ressources très convoitées par les Valyriens. De plus, dans l'antique Valyria, les grandes familles gouvernantes éprouvaient une fascination pour les produits et animaux exotiques, comme les papegets, une espèce proche du perroquet, les panthères ou encore les singes. En échange, les Valyriens offraient de l'or, du fer et achetaient aussi des esclaves estiviens capturés par des pirates des îles du Basilic. Ces derniers venaient faire des raids chez les Estiviens car ce sont des hommes grands, robustes et prompts à servir leur nouveau maître. Il arrivait parfois de voir certains princes des îles d'été vendre les captifs des îles rivales aux esclavagistes. Cette période sombre de l'histoire des îles d'été fut appelée les années de la honte et elle dura près de 2 siècles. Il faut attendre l'arrivée de la guerrière Xandako, princesse d'une partie de l'île de Jala, pour que cette période s'achève. Cette guerrière était d'abord esclave, puis elle parvient à unir tous les autres îles sous sa bannière pour mettre un terme à l'esclavagisme sur les îles d'été. Le fer étant rare, les soldats estiviens ne disposaient pas de grandes armures. En revanche, la princesse Xandako fit construire de grands arcs avec du bois d'orqueur, un bois rare qui n'existe que sur 2 îles. La portée de ce splendide arc dépassait celle des autres, et plus important encore, la puissance de ce dernier permettait de perforer les armures légères, voire les armures en acier. Afin d'offrir un pas de tir conséquent à ses archers, elle fit construire de nouveaux bateaux que l'on surnommera les bateaux cygnes, car ils arborent à la proue des oiseaux sculptés. Il s'agit de puissants navires avec une coque renforcée et difficile à éclater. Par la suite, les guerres esclavagistes continuèrent sous Chatanako, la fille de Xandako. Même si cette dernière ne garde pas sa mainmise sur toutes les îles d'été, elle gagne quand même la guerre. Depuis, les esclavagistes fuient les îles d'été dès qu'ils aperçoivent un bateau cygne par peur d'être annihilé par une volée de flèches. La réputation des archers estiviens dépasse les frontières, à tel point qu'on les considère comme les meilleurs archers du monde. Le bois d'orqueur est par ailleurs interdit à la vente par les princes estiviens, et il n'y a que les arcs en os de dragon qui parviennent à rivaliser avec les leurs. Malgré leur prouesse guerrière, les estiviens ne sont pas des guerriers dans l'âme. Ils préfèrent l'exploration et le commerce à la conquête et n'ont jamais cherché à soumettre un peuple étranger. Aujourd'hui, chaque île est gouvernée par un prince et les 3 grandes îles sont parfois partagées entre plusieurs princes. Il arrive que des rivalités éclatent entre des princes et la guerre qui en résulte est très codifiée. Les dieux interdisent d'utiliser les arcs en orqueur car ils sont destinés aux envahisseurs extérieurs. Le champ de bataille est choisi à l'avance par des prêtres, puis il est consacré par ces derniers. On assiste alors à une sorte de grande mêlée générale qui dure rarement plus d'une journée. Seuls les guerriers sont impactés par le conflit, il ne sera jamais fait de mal à la population civile, pas de villes pillées, ni de viols, ni de destruction. Lorsqu'un prince est vaincu, il doit quitter son palais et vivre en exil le restant de ses jours. C'est ce qui arrive dans la saga du trône de fer au prince Jalabar Xo. Ce dernier est chassé des îles d'été, puis vient se réfugier à Port-Réal à la cour du roi Robert. Le souverain Baratheon lui promet de reconquérir son trône, mais Robert ne fit rien. À la place, le roi des 7 couronnes répond toujours l'année prochaine quand Jalabar lui demande quand son trône lui sera restitué. En réalité, Robert s'amuse d'avoir un tel personnage exotique haut en couleur dans sa cour, et cette mascarade dure depuis de nombreuses années, bien avant le début du jeu des trônes. Par la suite,
Le prince en exil va offrir un arc en or-cœur au roi Geoffrey Baratheon lors de ses noces avec Margaery Tyrell, et Jalabhar restera à la cour royale auprès de Cersei Lannister puis Margaery Tyrell par la suite. Sur les îles d'été, on peut trouver plusieurs petites cités qui s'apparentent plus à des gros villages qu'à des citadelles fortifiées. Les lois et doctrines religieuses sont gravées sur des arbres palabres que l'on retrouve un peu partout. En tout, il y a environ 20 dieux qui sont priés sur les îles d'été, mais la déesse de l'amour, de la beauté et de la fertilité est la plus importante de tous. L'union entre un homme et une femme est sacrée, et l'accouplement permet d'honorer les dieux qui ont façonné les hommes et les femmes. Chaque estivien, qu'il soit homme ou femme, de haute ou basse naissance, doit résider un temps dans l'un des palais de l'amour pour partager son corps avec qui le voudra. Considéré comme de la prostitution chez les Westerosi ou à Essos, il s'agit plus d'un art sacré pour les estiviens. Dans les livres par exemple, on fait la rencontre de Chataya, une estivienne, tenancière d'un bordel de luxe à Port-Réal. Sa fille, Alayaya, travaille elle aussi dans le bordel aux côtés de sa mère. D'éminents personnages fréquenteront ce bordel comme le roi Robert Baratheon, Tyrion Lannister, Oberyn Martell ou encore Bronn. Vous l'aurez compris, les îles d'été ont une histoire bien particulière. Entre exploration, commerce et guerre avec des envahisseurs étrangers, cet ensemble insulaire semble vivre sa propre histoire indépendamment des autres continents. Lieu dangereux mais plutôt accessible pour les marchands, elle reste un cas unique dans l'univers du Trône de Fer entre paradis perdu et plaisir charnel. C'est ainsi que nous quittons les rivages des îles d'été, en espérant que l'escale vous a diverti. Merci à vous d'être resté jusqu'au bout, c'était le Maître Thibaut, votre humble conteur d'histoire, en quête de savoir et de légendes à dépoussiérer.